À quelques jours du sommet mondial sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Afrique centrale se mobilise pour faire entendre sa voix. Après la position commune adoptée lors des travaux préparatoires de la COP27, la CAC a pris l'initiative de regrouper les scientifiques spécialistes du climat pour les mettre dans l'ordre des batailles. Pour cela, l'Assemblée générale constitutive du groupe de recherche sur l'évolution du climat en Afrique centrale a été organisée à Kinshasa le jeudi 6 octobre 2022. Comme partout, si vous voulez faire du développement, il faut que vous fassiez de l'innovation, de la recherche. Dans le cadre de l'économie du climat, l'économie verte, l'économie bleue, nous avons maintenant cette organisation sous-régionale partenaire, comme je dis, va accompagner la sous-région dans la production des informations en matière de climat. L'idée de mettre en place cette structure a été lancée par les chefs d'État de la CAC en 2010. Ces travaux auront pour mission notamment d'évaluer les informations scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles en rapport avec les changements climatiques et les mettre à la disposition des parties prenantes. C'est à cause des scientifiques que les décideurs du monde aujourd'hui ont été informés que d'ici 50 ans, d'ici 2050, si nous ne prêtons pas attention, certains pays vont disparaître de la carte du monde. C'est ce qui fait que déjà au ministère de l'Environnement, on a installé une commission des scientifiques. Une commission qui regroupe les scientifiques des différentes universités de la République démocratique du Congo. C'est donc une façon de démontrer la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, la volonté incarnée par son Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de pouvoir faire en sorte que les idées des scientifiques soient mises en valeur. L'idée de regrouper les scientifiques spécialistes du climat pour accompagner les politiques et les secteurs privés dans la prise de décisions relève de la nécessité de disposer de données fiables et opposables dans les discussions et négociations climatiques à travers le monde. Dans la bataille effrénée contre les changements climatiques, la formation professionnelle et les transferts des technologies restent des éléments indispensables. L'Institut national de préparation professionnelle INPP a au cours d'une session parallèle organisée le mercredi 5 octobre en marge des travaux préparatoires de la COP27 présenté ces filières de formation professionnelle comme une contribution notable de la RD Congo à la lutte globale contre ces fléaux. Il faut dire qu'il y a vraiment une relation entre la question de l'environnement ainsi que la formation professionnelle. Et d'ailleurs, pour votre information, l'INPP est représenté ici pour apporter son apport sur la question de la préservation de l'environnement et dans son volet de transfert de compétences. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une gestion efficiente de nos écosystèmes et sans pour autant parler de la formation de la population congolaise. Selon M. Moufouka, l'INPP est l'unique établissement public spécialisé dans la formation professionnelle. En cette qualité, son institution ne ménage aucun effort pour appuyer l'État congolais dans la recherche des solutions susceptibles de l'aider à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans sa contribution déterminée au niveau national. L'INPP est venu ici pour réitérer sa fidélité au gouvernement congolais en tant qu'établissement public et en tant qu'unique institution de l'État en matière de la formation professionnelle. Pour dire qu'aujourd'hui, avec tous ces booms environnementaux, l'INPP est disposé à accompagner le gouvernement congolais et dans les processus de lutte contre le réchauffement climatique, mais également dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Notons que l'INPP dispose à la clé une série de formations liées au secteur de l'environnement. Il s'agit notamment de la formation sur les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, les bâtiments et génie civil avec les constructions écologiques. Après les travaux préparatoires de la COP27, la CAC a lancé à Kinshasa le samedi 8 octobre l'atelier de l'Assemblée générale constitutive du réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte, REACEV,
Durant 2 jours, les experts venus des 11 États de la sous-région vont adopter les statuts de cette institution qui s'inscrit dans le cadre du système de l'économie verte en Afrique centrale, approuvé en 2015 par les chefs d'État à Djamena. Considérant les récentes publications du GIEC qui rappellent l'urgence climatique à travers des indicateurs scientifiques basés sur l'état actuel du climat, il y a donc urgence pour mettre en œuvre l'économie verte en Afrique centrale. Pour la commission de la communauté, il y a donc urgence de passer à l'opérationnalisation du système de l'économie verte en Afrique centrale en général et celle du pilier institutionnel en particulier. Elle a par ailleurs rappelé l'importance que la commission de la CSC accorde au marketing, aux marchés solvables et aux entreprises bien organisées. Ainsi, elle attache une attention particulière aux réseaux sous-régionaux comme les REACEV. Nous réunissons ce jour des acteurs importants. Importants parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il faut bien lutter contre les changements climatiques, il faut savoir bien cibler les motifs même, les causes même du réchauffement climatique. Parmi les causes du réchauffement climatique, il y a notamment l'agriculture itinérante sur brûlis. Et ces acteurs que nous réunissons aujourd'hui, ce sont des acteurs majeurs dans ces secteurs qui ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Les REACEV a pour objectif, entre autres, la sensibilisation de toutes les couches sociales aux opportunités de l'économie verte pour garantir le développement durable en Afrique centrale. Comment valoriser les stocks de carbone contenus dans les tourbières du bassin du Congo est la question qui a été à l'ordre du jour lors de la session parallèle organisée en marge de l'après-COP 27 ce mercredi 5 octobre à Kinshasa. Au cours de cette séance de travail qui a mis ensemble les scientifiques, les politiques et les diplomates, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a invité tous les participants à réaliser l'importance de la préservation des tourbières du bassin du Congo et la nécessité de transformer cette ressource en une véritable opportunité de développement pour les États et les communautés. Cela doit passer notamment par la révision à la hausse du prix du carbone sur les marchés, mais aussi le financement des projets de développement pour les communautés. Le plus important pour nous, c'est de faire savoir à l'humanité que si nous, au bassin du Congo, nous protégeons l'environnement, ce n'est pas parce que quelqu'un nous les a dictés. C'est notre vie. Depuis nos aïeux, depuis nos parents. C'est pourquoi le monde aujourd'hui hérite de ses potentiels. Il nous est demandé de changer notre comportement, de changer notre mode de vie pour protéger encore plus cette manne-là que Dieu nous a donnée pour les besoins de l'humanité. Ça nécessite une alternative. Ça nécite une compensation. Les tourbières figurent également dans les plans de développement de la République du Congo et de la RDC. Ce gisement de carbone est équivalent de 3 ans d'émissions mondiales, ce qui fait des tourbières de la cuvette centrale les complexes des tourbières tropicales les plus étendus au monde. L'Afrique se tient debout et prête à défendre et promouvoir des solutions au changement climatique, au chômage et à générer une croissance verte inclusive. Car un des principaux avantages comparatifs de l'Afrique réside dans l'écosystème du bassin du Congo, y compris les forêts, plus particulièrement les écosystèmes des tourbières, les mangroves et les ressources en eau. La COP 27, qui pointe à l'horizon, sera notre ultime chance d'inverser la tendance, de passer des promesses et annonces pompeuses à l'action. Car les efforts actuels de réduction des émissions considérées comme insuffisants nous dirigent vers plus de 3 à 4 degrés Celsius en 2100 par rapport à la période pré-industrielle. Selon les chercheurs, les tourbières stockent plus de carbone que les arbres, soit environ 2 tiers des sels contenus dans les arbres de la forêt tropicale du Congo.
Pour protéger ces écosystèmes, il est impérieux de promouvoir leur gestion durable en renforçant les partenariats, la coordination des différents intervenants et l'harmonisation des activités au niveau national et régional. Le Japon est prêt à mettre en œuvre de manière constante l'engagement pris dans la déclaration conjointe des bailleurs de fonds du bassin de Congo et à contribuer de manière significative tant sur le plan multilatéral que bilatéral. Actuellement, l'ADICA tient le système national de surveillance des forêts au niveau national. Le programme intégré RUDD+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Les tourbières de la cuvette centrale s'étendent sur 145 500 km² et stockent environ 30 milliards de tonnes de carbone. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait renseigné que la RDC prend la mise en place des prix justes du crédit carbone. Ces prix devaient se situer autour de $100 américains en lieu et place $5 pratiqués actuellement, disproportionnés et dérisoires. Le réseau Mwanganza a invité les autorités de la République démocratique du Congo à la nécessité de définir avec toutes les parties prenantes des stratégies efficaces pour la production, l'exploitation et la commercialisation des minerais stratégiques. Ces stratégies doivent être basées sur les besoins de la population et la préservation de l'environnement. Le communiqué de presse faisant état de cette situation a été rendu public le jeudi 6 octobre à Kinshasa. Nous ne savons pas quelle est la stratégie derrière. Surtout pour faire en sorte que d'où sont tirés ces minéraux-là, les populations qui vivent dans les alentours puissent aussi en tirer, même de façon indirecte, les bénéfices. C'est ça notre préoccupation. Et les bénéfices sur lesquels nous martelons ici, c'est les bénéfices énergétiques. Le Conseil congolais a vu le jour. Nous attendons de voir comment elle va opérer, quelle sera sa stratégie, avec quelle partie prenante elle va opérer sur le terrain. Les déficits énergétiques de l'industrie minière en République démocratique du Congo amènent certains exploitants miniers à produire de l'énergie pour leurs activités. Pour ces membres de la société civile, la RDC devrait exiger à tous les opérateurs indépendants, miniers et autres dans la production de l'énergie de réserver un quota aux populations pour améliorer les niveaux d'accès à l'énergie et réduire la pression sur les forêts. Le lithium n'est pas non plus le seul. Pour arriver à la production d'Imbaki, il nous faut trouver d'autres minéraux que nous ne produisons pas. Manganèse avec les Madagascar par exemple. On va aller chez nos amis au Gabon avec nickel. Donc, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Il faut une stratégie suffisamment élaborée à la suite d'une réflexion consensuelle pour impliquer les parties prenantes, parce qu'il y a un savoir également parmi la société civile, il y a un savoir également dans le secteur privé. Il faut également quand même qu'il y ait que les techniciens, et d'ailleurs c'est par là que je vais entrer, il faut qu'on dépolitise la question de la transition énergétique. C'est une matière hautement scientifique, donc il faut qu'on donne beaucoup plus la possibilité quand même aux techniciens de travailler et de doter notre pays d'un plan et stratégique. Sinon, je vous assure quand même que, on va trop parler, on va passer tout le temps et après, 10 ans après, c'est fini et on va commencer à retourner au réveil. Ces mouvements renseignent que l'exploitation des minerais stratégiques du pays ne profite pas aux populations congolaises, ne garantit pas non plus un développement durable ni la stabilité de l'économie nationale. Comment est-ce que nous négocions nos RSE ou encore, je peux dire tout simplement les stratégies d'implantation des industries qui viennent pour exploiter les ressources naturelles. Vous voyez, les conditions d'octroi des concessions et même le contenu des concessions et des cahiers de charges peuvent avoir l'air parfait, mais leur mise en œuvre donne lieu à beaucoup de réalités que parfois vous et moi ignorons, qui amènent à ces désastres que nous constatons sur le terrain, sur le fait qu'une entreprise peut produire autant de richesses comme on peut le constater, mais en même temps, dans l'entourage de ces installations, vous pouvez voir la pauvreté, comme si la population qui était là n'avait droit à rien. Donc ça, c'est un problème qui est réel.
Le cobalt est un ingrédient essentiel pour la fabrication des batteries, mais pour arriver à cette fin, le pays est appelé à réorganiser son calendrier et promouvoir l'extraction de ces minéraux premiers pour en faire réduire les taux de chômage et la pauvreté.